Et bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel Actu Streaming et on va vous parler de Rebel Moon partie 2 l'entailleuse. Alors d'ores et déjà ce que je peux vous dire c'est qu'on a fait une vidéo sur la partie 1, donc n'hésitez pas à aller la voir avant de regarder celle-ci. Donc évidemment on ne va pas refaire la fiche technique du film, je vous renvoie vers la vidéo sur la première partie. On va essayer de dire des trucs intéressants qui vont être différents de la première partie, même si évidemment les défauts et les qualités éventuelles de la première partie se retrouvent plus ou moins dans la deuxième. Également, on avait fait des petits pronostics puisqu'on avait dit donc ça se colle sur les 7 samouraïs et on avait dit donc qu'est-ce qu'il y aura dans la seconde partie. Et moi je pensais qu'il y aurait une relation entre le jeune soldat et le robot. Bah, il n'y a pas eu du tout finalement. Je me suis trompé c'était pas ça les relations. Et j'avais dit le film sera pardonné s'il y a que de l'action. Et donc on va voir si c'est vrai. Je vais vous faire juste un petit résumé de l'épisode précédent. Donc nous sommes dans l'espace, dans un monde de space opéra. Une lune agricole est sous le joug d'un empire tyrannique et on va suivre Cora alias Artélaïs alias l'entailleuse, qui donne son nom à cette deuxième partie, qui a constitué une équipe de 6 guerriers pour lutter et entamer la résistance. Voilà, on débute, on est dans l'espace et le méchant, donc le méchant est mort à la fin du film précédent, mais on le savait avec la scène post-générique. On savait qu'il allait revivre et qu'il revient parmi nous. Et voilà, Nam, je te laisse attaquer. Comment commence cette deuxième partie? Nous sommes dans les champs et apparemment nous sommes 5 jours avant l'arrivée de l'Empire sur la planète, qui s'appelle Velt. Bah alors déjà, ils sont obligés de... Parce que à la fin de la première partie, voilà, certes le méchant était en vie, mais du coup ils avaient déjà gagné une fois. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui reste? Bah eux ils rentrent et ils sont contents. Et puis t'as le méchant qui se réveille et qui fait c'est pas fini, on y retourne. Voilà, en gros le setup c'est ça. Sachant que ma théorie là-dessus, c'est que en fait, dans la première partie, il y a une espèce de combat final qui, à mon avis, Oui. a été rajouté pour que ça fasse 2 parties, quoi. Parce qu'en fait, à la base, il n'y avait pas vraiment raison qu'il y ait un premier combat final puis un deuxième combat final, quoi. Ce qui fait que malheureusement au scénario de ce film qui dure quand même 2 heures, mais en fait c'est juste le troisième acte du film version longue, c'est-à-dire le gros combat et la préparation au gros combat, à savoir la dernière heure et demie des 7 samouraïs en gros. C'est ça. Donc mais donc voilà, donc une fois qu'on a dit ça, et il reste 2 heures de film. Donc qu'est-ce qui va être raconté? Et pas grand chose. Pas grand chose en effet. Ça recommence malgré tout par une exposition où on nous fait un résumé de l'épisode précédent et on nous représente un petit peu les personnages. Bon, déjà on voit que niveau effets spéciaux ça s'est pas tellement amélioré, hein. Moi cette espèce de montagne floue dans le fond, alors il y a toujours ces effets de flou à la Snyder, c'est pas possible. On a un côté un petit peu... Alors, dans les influences, on n'avait pas cité dans la première partie Dune, mais depuis on a vu Dune 2. Et ce côté où l'Empire réclame des chargements de... Alors, c'est de l'épice dans Dune, c'est une espèce de denrée rare. Là, il réclame de la farine. Bon, ça c'est un petit peu plus discutable. Mais en tout cas, ça se fait à peu près sur la même dynamique. Donc ils disent qu'ils vont arriver dans 5 jours. Ça, c'est un personnage qu'on avait vu dans la première partie, qui est donc le jeune soldat, et qui était resté sur la planète. Donc lui, on savait qu'il serait là principalement pour la deuxième partie. Parce qu'en fait, du coup, en fait, c'est ça, toute la première partie du film, en fait, ça va être un rappel des différents personnages, dont je n'ai retenu qu'un seul nom, voilà. Moi, je les appelle par leur fonction. C'est-à-dire, j'ai dit le jeune soldat, là, par exemple, c'est le robot. Alors, le robot, c'est pareil, on ne l'a pas vu dans la première partie beaucoup, et on savait que dans la deuxième partie, il reviendrait, et qu'il serait... Mais il vit un petit peu en marge de la ville, en tout cas, au début. Enfin, mais en même temps, ce qui est un peu dommage, c'est que le robot, c'est un peu le personnage le plus stylé de ces films. Et c'est un peu celui qui est le plus mémorable. Mais bon, il a pratiquement pas de ligne de dialogue, et c'est un personnage très fonction, et c'est pas bon pour le reste du film, quoi. C'est ça. Donc effectivement, comme tu le disais, c'est le personnage qui est le plus stylé, parce qu'en fait, il a ce côté vraiment robot android, mais en plus, c'est un peu une armure métallique un petit peu à l'ancienne. Donc il a quand même un chara design assez sympa. Donc dans les personnages, celui dont tu connaissais le nom, est-ce que c'était lui à gauche qui s'appelle Gunnar? Gunnar, ouais, je crois. C'est le copain de l'héroïne, quoi. Ouais, mais moi j'ai juste retenu le nom de l'héroïne, c'est Korra, comme la dernière Avatar. Oui, c'est vrai, elle a plusieurs noms par ailleurs. Gunnar d'ailleurs, toute personne qui s'appelle Gunnar, à mon avis, aurait collaboré avec les nazis et ne serait pas dans la résistance. Après, c'est mon avis, c'est ma hot take personnelle sur le personnage. Voilà d'autres personnages qu'on avait vus. Donc ça, c'est l'ancien général. Tout à droite, c'est le prince déchu, qui est un peu costaud et tout ça. Alors celle du milieu, je l'avais complètement zappée, elle. Je sais pas d'où elle vient. Oui. En fait, c'est tu sais, dans C'est des pirates, la non, première partie.
il y a un moment, il y a la résistance qui les rejoint. Ouais. Et bah, elle, c'est la seule survivante de la Ah oui, résistance. d'accord, c'est ça, c'est des résistances Voilà. pirates de l'espace. Ok, on va les revoir, effectivement. Oui, c'est ce qui m'avait semblé. En fait, j'avais reconnu un espèce de truc bleu sur les yeux. Effectivement, j'avais reconnu ça, mais je me rappelais pas du perso, je dois dire. Nous avons un petit flashback concernant Cora. Oui. Donc, qui était, pour rappel, donc Cora était la fille adoptive du général de l'armée de l'Empire. Le général a trahi l'Empire et pris le pouvoir. Et donc, on va revoir ce moment-là où il y a une trahison. Ouais. Alors, ce que je vais essayer de faire pour ce film, c'est que je vais essayer de voir des points positifs. Et là, tout à coup, ça devient une espèce de tragédie grecque dans un gymnase. Et tout à coup, là j'aime un peu le film à ce moment-là. Et puis en plus, le roi, c'est Wesley de Princess Bride. Alors, c'est cool. Je ne savais pas, tu m'apprends ça. Je trouve la scène, bon, évidemment, c'est la trahison de Brutus. Ils sortent les couteaux, ils commencent à attaquer et tout. Mais je trouve que la scène est pas si mal faite, même si en termes de mise en scène, par exemple, on voit le roi qui est au sol et qui regarde sa fille qui va être tuée. Donc on s'attendrait à voir la scène à travers ses yeux. Non, ça fait un gros plan directement sur Cora. C'est quand même un petit peu dommage. Là, j'ai gardé le plan large. Oui. Mais la scène est pas dégueu. Et en fait, cette scène-là, on comprend pas trop ce qu'elle fait là, mais elle sert à poser des enjeux en fait pour éventuellement un troisième épisode à la fin, puisque Cora est obligée de tuer la princesse, mais la princesse, on comprend qu'elle est plus ou moins magique. Et Enfin, tu dis un troisième épisode, mais je crois que de l'idée, ce serait d'en faire un deuxième. Oui, c'est vrai, puisque c'était partie 1, partie 2, donc de faire en tout cas une suite, à tout le moins. Oui. Donc voilà que Cora tue la jeune princesse avec qui elle s'était liée d'amitié parce qu'elle elle travaille pour le compte du général et lui est loyale, mais tout de suite le général va la trahir. Donc oui, elle va être trahie, mais elle va quand même réussir à s'échapper dans un Deus Ex Machina qui n'est pas génial, mais c'est comme ça qu'elle arrive à s'en tirer. Mais en plus, ce qui est un peu débile dans cette scène, c'est que t'as vraiment le moment où elle se retourne face à du coup son père adoptif et tous les conjurés. Et tu sais, à ce moment-là, elle aurait pu tous les buter. Ouais, et il y ouais, aurait plus clairement. d'histoire. Et c'est toujours un peu con quand ils font ça, parce que tu dis bah non. Oh. Alors ensuite, nous arrivons sur ce plan que j'ai mis parce que bon, déjà c'est particulièrement laid hein, en termes de direction Oui. artistique, en termes de composition, Et... vraiment c'est affreux. Par contre, ça me fait penser à un style de Mais space attends, opéra. Ouais, je vas-y. comprends pas. Il y a deux vaisseaux qui s'accouplent là? Bah, je sais plus exactement ce que c'était, c'est vrai, mais je pense que c'était soit ils rechargeaient l'essence ou alors ça c'était un truc comme ça. En tout cas, Parce que c'est chelou. En tout cas, en termes d'esthétique, ça m'a rappelé l'esthétique. Donc il y a un type de space opéra un peu particulier qui s'appelle le Planet Opera, qui est un peu centré autour d'une planète. Alors exemplairement, c'est le premier Avatar, par exemple. Typiquement, c'est ça. Et d'ailleurs, le premier Avatar a une esthétique parfois qui est un peu kitsch. Par exemple, la typo papyrus sur l'affiche, le fait que ce soit des espèces de grands schtroumpfs bleus, ce genre de truc. Et en fait, voilà, là, c'est une esthétique un peu de Planète Opéra, mais un peu les DTV, quoi. Ce qui n'était pas très joli. Mais en même temps, c'est une esthétique qui mériterait d'être réinvestie. Et ce film-là essaie un peu de le faire. Comme j'ai dit, j'essaie de trouver des points positifs. Et il essaie de réinvestir un peu cette esthétique de Planète Opéra. Maladroitement, mais je militerai pour que ça se fasse. Le problème, c'est que tu sens pas le côté planète dans ce film, non. Vu que tu es vraiment juste sur sur leur ville, quoi. Oui, Et voilà, les t'as juste un alentours. village. Tu comprends même pas pourquoi il y a toute une planète si finalement c'est qu'un village où en plus il y a 40 pélos. Oui, non, mais c'est Et d'ailleurs, c'est ça. un problème, c'est ces 40 pélos qui font de la farine, à aucun moment ça va nourrir un cuirassé de l'Empire, quoi. C'est-à-dire, Oui, c'est ça n'a ça. vraiment aucun intérêt. On peut pas parler de planète agricole, enfin, c'est juste, c'est une ville, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont un médecin, je sais même pas s'ils ont un médecin sur la On planète. sait pas. En tout cas, il n'y en a pas Est-ce un qu'ils qui est ont une caractériel. école? C'est même pas sûr non plus, hein. Ou non, c'est pas sûr. Hein. Puis pareil, ils ont pas de mairie, ils ont un chef de village. Mm, mm. Succède tout de suite une scène, donc ils vont devoir, donc ils essaient de faire la récolte en catastrophe pour pouvoir la livrer. Alors en fait, il y a un truc un petit peu bizarre, c'est qu'en fait ils sont obligés de faire la récolte, mais du coup ils font les sacs, ils utilisent les sacs de farine et les exposent un peu partout pour pas se faire tirer dessus depuis l'espace. En Oui. fait, ça c'est parce que en gros on change d'échelle entre les 7 samouraïs et Rebel Moon. Et donc dans Rebel Moon, le problème c'est qu'il y a littéralement ils ont des étoiles noires qui peuvent détruire des planètes ou en tout cas bombarder la surface des planètes. Et donc du coup ils ont trouvé cette espèce de stratagème en disant oui mais vous allez détruire le stock de farine. Bon évidemment le stock de farine on n'en a rien à faire. Néanmoins cette scène où ils récoltent, où ils font la récolte, bah, étonnamment elle est plutôt pas mal. J'ai Oui. trouvé, en tout cas visuellement, notamment là on voit les espèces de brins de blé qui vont arriver vers le sol parce qu'en fait ils sont en train d'être fauchés. Et la scène est assez jolie. Voilà, donc ça c'est à mettre au crédit, puis après on comprend ce qui se passe. Et puis après, c'est un peu bête, mais le fait de voir les différents personnages et la ville travailler ensemble, ça leur donne du temps entre eux, même si c'est pas des moments où ils sont en train de discuter.
ce qui permet le côté un peu grosse famille et tout, qu'ils ont essayé de nous survendre dans la première partie, passe mieux dans celle-là aussi, parce que les gens ont eu le temps de se connaître. Exactement, puis même nous, on est plus familier avec les personnages, et du coup, on a un attachement qui est un petit peu plus spontané à eux. En revanche, voilà, suivi d'une scène où l'ancien général va faire un speech un peu pour motiver, comme dans les 7 samouraïs, hein, quand il y a le vieux samouraï qui va dire on va vous apprendre à vous battre, etc. Là, pour le coup, la mise en scène est vraiment nulle, c'est-à-dire qu'il arrive et donc il tape sur la cloche pour réunir tout le monde. Et en fait, on voit que les figurants, ils attendent dans la grange et ils attendent de sortir. Et en fait, il n'y a personne qui est en train de vaquer à ses occupations, à part les 2 pélos dans le fond. Tout le monde est dans la grange pour une raison... Enfin, on ne sait pas du tout pourquoi. Donc voilà, j'ai dit que j'allais être gentil, que j'allais chercher le positif, mais bon, quand même, il y a une scène qui est bien faite et après, il y a une scène qui est ni fait ni à faire, en fait. Oui, et puis c'est vraiment, tu sens qu'il est plus inspiré sur certaines scènes que d'autres. Il y a des trucs, c'est vraiment, voilà, il faut faire la scène, mais j'ai pas d'idée, donc on fait la scène, mais du coup, il n'y a pas d'idée. Exactement. Également, ils vont aller rechercher l'ancien vaisseau de Korra qu'elle avait abandonné et qui va servir dans la suite de l'histoire. Et on va avoir ensuite alors un flashback sur un peu tous les personnages pour expliquer quelle est leur motivation à être ici. Alors là, vraiment, enfin, je sais pas moi ce que tu en as pensé, mais j'ai trouvé ça un peu catastrophique. Parce qu'en fait, dans les 7 samouraïs, donc le principe, c'est que c'est des samouraïs à une époque où ils sont un peu en déshérence, puisqu'ils n'ont plus de seigneur. Et donc, il se trouve cette utilité d'aller défendre un village, un petit peu au nom de l'honneur, on va dire. Sauf que là, nos personnages, nos guerriers, on va se rendre compte qu'en fait, ils ont tous une origin story. Où en fait, ils veulent se venger de l'Empire. C'est leur seul principe. Et alors, déjà, ça en dit très long politiquement sur Zack Snyder. Hein. Donc, la motivation, c'est la vengeance. Voilà. Et alors qu'en fait, il y avait un truc tout trouvé, c'est qu'il y a un empire, ce qui n'est pas forcément le cas dans les 7 samouraïs, par exemple. Et donc, en fait, la motivation anti-impérialiste, elle était largement suffisante. C'est-à-dire, on se défend contre des gens qui veulent nous envahir, quoi. Et nous exploiter, ou nous mettre en suzeraineté. Donc, voilà. Moi, ce qui m'embête un petit peu aussi avec ces scènes, c'est que, bon, en soi, pourquoi pas, tu leur donnes des origines story, bon, mais est-ce que ça aurait pas été bien de nous mettre ça dans la première partie, justement, quand on découvre les personnages? Sachant qu'on les avait déjà eus à peu près dans la première partie. C'est ça. En plus, ça nous Donc, c'est aussi un prétexte, je pense, pour nous faire revisiter d'autres planètes. Parce que c'est vrai que le premier allait de planète en planète, un petit peu à la Star Wars, on disait que c'était une inspiration aussi. Et là, effectivement, je pense qu'ils se sont rendus compte en deuxième partie qu'on était enfermé dans une seule et même planète qui n'est pas très intéressante puisque c'est qu'un petit village, quoi. Donc il n'y a pas du tout le côté space opéra qu'il pouvait y avoir dans le premier. Voilà, également dans les origines story, hein, l'origine du prince. Sa planète a l'air intéressante, donc du coup c'est dommage de ne pas y passer beaucoup de temps. Ça fait Gotham version futuriste. Ouais, un peu mix Harry Potter aussi. Et mais par contre, du coup, c'est vrai, en côté un peu victorien. Il y a un côté steampunk, ouais. Steampunk, les animaux fantastiques. Mais par contre, et pour le coup, assez surprenant celui-là, parce qu'il va complètement en contraste avec ce qu'on connaît du personnage actuellement. Mais oui, non, cette scène était cool. Voilà, cette scène est plutôt bien. Comment vous dire, on est en esprit d'apaisement avec ce second épisode, on cherche du positif. Voilà, le vaisseau ennemi arrive, enfin. On est à 1 heure de film sur 2. Moi, j'aurais préféré que ça arrive au bout d'une demi-heure de film. Peut-être de 20 minutes. Oui. Ou qu'il y ait une demi-heure de moins au film. Parce qu'on est quand même... c'est ça, tout ce film, en fait, c'est un 3e acte. Oui, et on le sait que ça va être la bagarre, quoi. C'est ça, sauf que du coup, vu qu'il a déjà fait les 3 actes dans la première partie, là, il nous refait en fait juste un mise en place premier acte et baston 2e acte. Mais en fait, c'est juste un 3e acte, mais très allongé, sur 2 heures. C'est ça. Du coup, on va pouvoir parler... alors là, effectivement, mon souhait est exaucé. Il ne va plus y avoir que de l'action, hein, c'est une grosse bataille. Donc on va pouvoir parler un petit peu plus en détail des scènes d'action. Sachant que dans le premier épisode, les scènes d'action étaient quand même assez déceptives. Elles étaient plutôt pas très bien montées, plutôt pas très bien chorégraphiées. Ça marchait pas trop. Donc là, on va voir ce que ça donne. Le méchant arrive et donc, en fait, lui essaie de négocier. En fait, on se rend compte, c'est là où le scénario retombe un petit peu sur ses pattes. On se rend compte qu'il n'en a rien à faire des sacs de farine. Il veut juste récupérer l'entailleuse et la ramener à l'empereur et pour avoir un cadeau, une promotion, devenir sénateur en l'occurrence, si j'ai bien compris. Et donc tout ça fait déjà un petit peu plus sens, en tout cas. Donc voilà, donc négociation il a, et en fait l'entailleuse, elle va décider Korra de se livrer. Elle dit en fait, finalement si je m'en vais, ça va annuler la bagarre, et donc du coup je m'en vais.
Mais son amoureux ne l'entend pas de cette oreille, et c'est lui qui déclenche la cloche avec son pistolet et qui déclenche les hostilités. Ça, j'ai trouvé que ça faisait sens aussi dans le scénario, parce qu'en fait, de toute façon, s'ils avaient donné la farine, ils peuvent se faire massacrer. Donc qu'elle y aille, ils peuvent se faire massacrer tout pareil. Donc en fait, en termes de négociation, ça fait plutôt sens, quoi. On comprend les motivations de chacun, et on comprend les motivations du petit copain qui n'a pas envie que sa copine meure finalement. Et donc il y a un gars qui sort, il sort un lance-roquette et il fait exploser le vaisseau derrière. Moi je suis bien embarqué dans les scènes d'action en tout cas, parce que ça part quand même au quart de tour, quoi. Ah oui, en plus ça y va directement, les grosses explosions, ça tire de partout. En plus on a eu toute la petite préparation aussi. Ils ont pu creuser des tunnels, ce qui fait qu'il y a des gens sous la zone où se trouvent les soldats qui peuvent sortir. Il y a des trappes, leur tirer dessus et tout. Et non, et là pour le coup, voilà, en même temps, Zack Snyder fait ce qu'il aime faire, c'est-à-dire il te met des gros effets de particules partout, de la fumée, des explosions. Des ralentis, bien sûr. Et des ralentis, voilà, bien sûr. Parce que c'est plus en ralenti. Ça va sans dire. Alors le plan est en 2 parties. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui se défendent dans le village, et là je me suis dit ouais, mais enfin il y a un problème, parce que c'est-à-dire il y a toujours le cuirassé au-dessus. C'est-à-dire s'ils gagnent au sol, ils vont quand même se faire massacrer. Mais évidemment ils vont utiliser la navette pour aller détruire le cuirassé par ailleurs. Donc il y a 2 équipes, et donc c'est Gunnar et Cora qui vont aller détruire le cuirassé. Par ailleurs, en fait c'était un petit peu foreshadowé, puisqu'en fait ils récupéraient les uniformes des soldats ennemis. Et sur les soldats ennemis, il y avait les soldats ennemis, ils avaient été tués, ceux du premier épisode, donc il y avait des traces de sang. Et elle dit non, on s'en fiche, on peut mettre les uniformes avec des traces de sang parce qu'ils vont se faire passer pour blessés en y allant. Donc voilà, la scène d'action qui est un peu sur 2 niveaux et qui est donc du coup assez relativement cohérente par rapport au film. Et donc Dunabe, qui elle est dans la salle des anciens et défend un petit peu les gens, donc c'est celle qui a des sabres laser, a une scène d'action qui est pas trop mal, mais alors moi j'étais un peu déçu, c'est-à-dire que dans le premier épisode c'était quand même la plus forte pour moi. Oui. Et elle se fait bolosser. Oui. Elle se fait éclater, et c'est dommage parce que c'est un personnage qui a même pas eu le temps d'être stylé ou d'avoir son arc, même si elle est copine donc avec le petit garçon qu'on voit sur le côté. Et donc c'est quand même assez dommage, ça. T'en as pensé quoi, toi? En fait, ouais, je pense que c'est vraiment, il fallait qu'il y ait un personnage qui meure parce que les 7 samouraïs. Ouais. Et dans les 7 samouraïs aussi, c'est un personnage très stylé qui meurt, du coup ils ont fait mourir un personnage stylé. Mais bon, il y en avait d'autres qui auraient pu y passer, qui auraient pas manqué à grand monde. Et surtout, ce qui est un peu débile aussi, c'est que, ouais, comme tu dis, en plus elle est dans la salle, bon, avec les vieux et les enfants, et les blessés, ceux qui sont pas en état de se battre. Et puis tu t'attends à ce qu'ils vont venir l'aider, et puis ils viennent l'aider, mais beaucoup trop tard. Oui, parce qu'en fait, les ennemis s'étaient positionnés un petit peu à l'avance. Et alors, du coup, la relation un peu maître-élève que j'attendais entre le robot et le jeune soldat, finalement, elle est un petit peu là, entre elle, qui est un peu la samouraï ou la Jedi, je sais pas comment on peut l'appeler, et le petit garçon, effectivement, qu'on voit sur le côté, qui s'est un petit peu attaché à elle, mais manifestement plutôt entre les 2 films, hein, parce qu'on n'a pas forcément eu. On les a pas forcément vus interagir entre eux. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai un soupçon. C'est qu'en fait, je me dis c'est un plagiat des 7 samouraïs, mais en fait c'est peut-être plus un plagiat des 7 mercenaires. Peut-être que Zack Snyder, il a pas vu les 7 samouraïs, par contre il a vu les 7 mercenaires. Parce qu'en fait, le méchant au grand cœur ou le mec un peu bourru qui est copain avec les gamins, c'est un truc qu'il y a dans les 7 mercenaires, mais qu'il n'y a pas forcément dans les 7 samouraïs. D'ailleurs, je pense à ça. Mais avant la baston finale, ils font toute une grosse soirée, une dernière fête et tout. Et t'as la fille du village, la blonde qui sauve dans le premier. Qui leur offre à chacun une espèce de ce que tapisserie, moi je vais identifier comme des sets de table à la base. un oriflamme. Oui, mais en fait c'est ça, ouais, c'est genre des drapeaux. Mais moi j'ai vu, en fait, genre les 2 premiers, ils les posent sur la table. Aïe, je me fais attaquer. Mais du coup pour moi c'était des sets de table ces trucs. Oui, et puis d'ailleurs, c'est là où je suis méchant, parce que c'est là où on va voir que Zack Snyder il a vu les 7 samouraïs, puisqu'en fait ces oriflammes là ils vont servir au plan final, qui est un peu celui du bûcher funéraire, qui va être le même que dans les 7 samouraïs, où il y a une espèce de banderole qui est posée au-dessus, de la même manière. Voilà, ils se battent sur le pont, hein, le général et le prince déchus, avec des ralentis très ralentis. Bonjour Pilou, bienvenue dans le stream. Et cette scène-là, bon, ma foi, est une scène assez classique Zack Snyder, quoi. C'est un travelling latéral avec des effets de ralenti. C'est grand classique pour lui. Et ils arrivent à bout de la première vague d'ennemis. Sauf que, évidemment, arrive la deuxième vague d'ennemis
Et avec la deuxième vague d'ennemis, comme d'habitude, il y a une espèce de petit méca qui est avec eux et qui dégomme tout le monde parce qu'il y a une mitrailleuse, quoi. Oui, et puis il avait pas encore fait dommage à Ghost in the Shell. Oui, c'était Donc là, dommage. c'était le moment. Ce qui est très marrant parce qu'en fait, cette scène-là, d'ailleurs, il y a exactement la même dans The Creator. Je sais pas si tu as vu le film. Non, je l'ai pas encore vu. Dans The Creator, il y a une scène qui est un peu similaire où ils sont dans un village qui se fait attaquer et effectivement, il y a des espèces de gros myriapodes qui arrivent. Et en fait, dans The Creator, ce qui est intelligent, c'est qu'ils le font géant, le gros myriapode. Ils font pas un tout petit machin comme ça, quoi. C'est beaucoup plus impressionnant. Après, voilà, je sais pas quelle est la différence de budget entre les deux, mais j'ai bien peur que The Creator ait beaucoup moins de budget que Rebel Moon et ait un résultat proportionnellement inverse en termes de qualité d'effets spéciaux. Bah, faut que je vois The Creator et je te dirai. Mais en tout cas, The Creator, ça avait l'air joli. Ouais, puis il y a un vrai propos anti-impérialiste contrairement à ce film-là. Alors, Pendant ce temps-là, sur le vaisseau, Cora va poser des bombes sur le cerveau-mère, qui a un design assez sympa, et ça c'est une qualité qu'on avait dit sur le premier, un côté un peu biopunk qu'on retrouve dans les vaisseaux des méchants, qu'aurait gagné à être vraiment davantage développé, parce que c'est les seules parties de direction artistique qui sont vraiment intéressantes, en tout cas. Ouais, vraiment, cette salle incroyable avec le machin qui commence à pleurer quand les bombes ont été activées et tout, genre c'était super beau. Ouais. Non, très 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 bonne idée ce truc-là. Ah ouais, bah pour une fois. J'ai pas fait gaffe, mais ouais la personne accroupie avec les bras attachés dans le dos, j'ai pas fait gaffe la première fois, j'ai juste son visage. Mais ouais, trop bien. Donc voilà, la bagarre continue. Évidemment, chaque personnage va avoir un petit peu son moment de gloire. Et là, c'est le moment où le robot arrive et va tous les savater, hein, quoi, en gros. Parce que lui, il est très, très fort. Et Superman est arrivé et puis c'est la fin de la baston. Voilà. Moi, je suis un petit peu déçu quand même. Alors, le prince déchu, dans le premier, dis-moi, il avait pas une espèce d'hippogriffe qu'on revoit dans son flashback, mais qui est absolument absent de cette bataille finale? Mais je crois que l'hippogriffe, il le laissait sur la planète où il l'avait trouvé, je crois. D'accord, bon, moi, c'est un petit peu dommage. Ouais. De manière générale, moi, il y a deux choses qui me chiffonnent dans. C'est pas une mauvaise scène d'action en soi, je veux dire, il y a pas. Par exemple, par rapport au premier, je trouve qu'il y a moins de défauts de montage. Je trouve que c'est chorégraphié un peu plus simplement, donc ça marche bien, mais c'est un peu trop simple. Et surtout, en fait, dans ce côté, on défend un village, et ce qu'il y avait dans les 7 samouraïs, mais ce qu'il y avait aussi, par exemple, je sais pas, dans Skyfall, par exemple. Ce qui est cool, c'est que quand ils se préparent, normalement, ils sont censés se battre un peu avec les moyens du bord, et ça fait un peu maman, j'ai raté l'avion, quoi. Tu poses des pièges et tu fais des trucs comme ça. Et en fait, tout ce potentiel de fun-là, bah, c'est absolument pas exploité créativement, donc ça, c'est quand même dommage. Et même de manière générale, je trouve que le film manque vraiment cruellement de cool en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment dans la baston où tu te fais waouh, c'est méga cool. Parce que soit la pose est méga cool, soit parce qu'il y a un mec qui vole à 10 km, soit parce que n'importe quoi, pitié, n'importe quoi. Mais il n'y a pas. Il y a aucun moment waouh dans cette baston. Et donc ça, c'est quand même très dommageable. Parce que c'est ça qu'on attendait finalement. Oui, c'est ça, ouais, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il use et abuse des ralentis pour vouloir rendre ses plans iconiques, mais ça marche pas comme ça. Ouais, bah, alors ça, on a déjà eu le débat hein, sur la première partie, mais effectivement, pour moi, ça marchait déjà pas dans ses premiers films. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a le. En plus, il a des gens qui savent se bagarrer. Hein. Sofia Boutella en scène d'action, elle est super. Et même Dounabe, elle se débrouille bien. Et pourtant, les scènes sont quand même relativement courtes. Et ouais, à part des plans iconiques, il n'y a pas du tout d'effort sur le mouvement, quoi. Et il y a pas et ça c'est un petit peu dommage. Peut-être dans une scène qui arrive après où là, donc ils ont réussi à faire sauter le cuirassé, ils commencent à tomber. Là, la scène n'est pas trop mal, quoi. C'est-à-dire, il y a un côté où ils se battent entre eux. Bon, alors, ça fait un peu de combat. En fait, on l'a déjà vu dans Star Wars épisode 3, ça c'est le problème. Hein. C'est exactement la même scène, avec le vaisseau qui tombe et les mecs qui glissent et qui se battent avec des sabres laser. Donc, c'est très dérivatif. Mais la scène, voilà, est plutôt pas mal faite. Voilà. Et pour le coup, je sais plus si on a déjà parlé pour le premier, mais cette idée vraiment de cette traînée de lumière qui suit le mouvement des sabres, déjà, bon, d'une part, c'est super joli, et je trouve que ça aide vachement à comprendre le mouvement de la lame. Ce qui est un problème que tu peux avoir, par exemple, pour les vieux films de KPDP et tout, où des fois, bah, tu ne vois pas où est la lame, tu comprends pas ce qui est en train de se passer, simplement parce que ça va trop vite. Et c'est vrai que du coup, bah, cette idée de cette traînée de lumière, ça va bien ça aide bien, je trouve, à la compréhension de l'action. Voilà. En plus, c'est très joli. Puis on revient dans des esthétiques de science-fiction un petit peu plus anciennes que le film essaie parfois de travailler. Et du coup, d'ailleurs, dans cette baston, ouais. le vaisseau, à un moment, il commence à se retourner et puis il glisse et ils continuent de se taper et tout. Et bah, tu sais, le méchant de ce film, il a déjà vécu cette scène-là dans Deadpool 1. Ah, il fait la même chose à la fin du film. Bah, c'est marrant. Et par ailleurs, le méchant du film, là, donc Atticus, il est aussi dans Game of Thrones.
Et il y a aussi le mec qui a été recast à sa place dans Game of Thrones dans le film. D'accord. Voilà, dans les petites anecdotes. À la fin, ce qu'on se dit, c'est que quand même là, ils ont triomphé du cuirassé, mais évidemment, il reste un empire derrière, donc c'est loin d'être terminé. Et c'est pour ça que la résistance des pirates vient leur venir en aide à la fin, et qu'on comprend donc voilà qu'il y a une ouverture sur un potentiel troisième épisode ou une suite. Ça, c'est pareil. Je croyais que la résistance des pirates, c'était fini. Ils étaient pas tous morts dans le premier? Oui, bah moi je les avais même pas. Je pensais que c'était des pirates, j'avais pas du tout capté que c'était un semblant de résistance. Après, peut-être que du fait de ce qui s'est passé à la fin du premier, maintenant ils rejoignent la résistance et ça commence à être un petit peu un embryon de rébellion, quoi. Je sais pas. Mais voilà, est-ce qu'on aura une suite? Bah non, du coup. Je sais pas. Probablement pas, hein, parce que c'est quand même un gigaflop. Bah, de toute façon, les ouvertures, c'est quoi? C'est l'Empire et on apprend que la princesse est encore en vie. C'est ça. Exactement, bah faut aller battre le méchant général et retrouver la gentille princesse et la remettre à la place du méchant général. Du coup, Nam, je te lance sur la conclusion. Oui. Et bah pour moi, Rebel Moon de Zack Snyder, au final, en film, c'était pas terrible, mais il aurait fait une BD, je pense que ça aurait été mieux. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai noté. Est-ce que Rebel Moon 3, puisque ça ne va pas arriver, hein, il nous le ferait pas en comics? Bah oui, mais ça pourrait être une bonne idée. En vrai, moi, je lirais peut-être. Ouais, peut-être. Ça coûterait moins cher et il n'y a pas besoin de faire des ralentis pour avoir des plans iconiques. Voilà, puis comme on voit puis il y aura peut-être des possibilités graphiques qu'on n'a pas au cinéma, à moins d'avoir des budgets énormissimes. C'est vrai que le comics, bah voilà, si on va à un endroit où on a de la démesure et du grandiose, c'est quand même l'endroit, quoi. Et puis c'est pas cher. Hein. Et puis c'est pas cher. Voilà, bon, sinon, pour la conclusion, j'ai trouvé que c'était du même acabit que le premier. C'était exactement ce que j'attendais comme film. Toutefois, voilà, j'ai essayé de chercher plus le positif dans ce film-là. Et donc là, le film, il est peut-être même un peu lent par moment. Mais au moins, voilà, il est simple, il est cadré, il y a une bagarre. Donc, ce qui fait que j'ai plus apprécié mon visionnage du deuxième par rapport au premier. Je l'ai trouvé, puis forcément, un troisième acte, c'est toujours plus intéressant que les actes précédents parce que c'est censé être un peu le feu d'artifice. Voilà, je trouve quand même pas que ce soit un bon film du tout. Zack Snyder nous parle de cette director's cut qui serait un petit peu plus adulte. Écoute, il y a peut-être un film de série B un peu moins nul à faire, mais bon, ce sera toujours pas terrible. Donc je sais pas si ça vaut le temps d'investir. Après, faut voir si vraiment ils arrivent à rendre le truc. Enfin, si c'est juste pour ajouter du sang et du cul, ça n'a aucun intérêt. Mais s'ils arrivent à rendre le truc fun, plus fun que ce que c'est là, pourquoi pas. Hein. Ouais, mais bon, je pense pas qu'ils rajoutent. Parce que ce qui serait marrant, par exemple, ce qu'on aurait pu attendre d'un film de Zack Snyder avec des sabres laser, c'est qu'il s'en donne à cœur joie sur les démembrements, par exemple. Qu'il a coupé des têtes, coupé des bras, ce genre de trucs. Et, parce que même Star Wars, c'est plus mature que. Même en termes de violence graphique, c'est beaucoup plus mature que ce film-là. Donc c'est-à-dire que ça ne l'est pas beaucoup. Donc voilà, c'est étonnant. Bon, au final, moi, ça n'a pas été une épreuve de voir ce deuxième film. Je m'attendais à pire. Toi, Nam, je crois que tu as un peu plus souffert. Toi qui étais gentil sur le premier, enfin qui essayais de trouver le bon. C'est-à-dire que dans le premier, le côté découverte donnait quand même du rythme à l'histoire. Et là, je me suis fait chier. D'accord, bah voilà. Nos avis se sont un peu inversés. Pendant la première heure, la deuxième, ça allait mieux parce qu'il se passait des trucs, mais c'est vrai que au début, c'était compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai que la première, ça se traîne vraiment. Et ben voilà, c'était la conclusion. Et bah du coup, Nam, est-ce que nous avons des recos de films un peu meilleurs pour les gens qui nous écoutent? Et bah écoute, moi j'ai envie de dire, tant qu'à faire, autant recommander un du Snyder. Ah bah pourquoi pas. Je sais plus, je crois que j'ai déjà recommandé Sucker Punch la dernière fois. J'ai le Blu-ray dans les mains là, mais je crois que j'ai déjà fait en fait. Sur le. Qu'est-ce que tu veux que j'aille voir ce que tu avais recommandé sur le dernier? Ah bah peut-être, ouais, parce que si c'est encore là, c'est un peu con. Nam, tu avais recommandé. Non, Le Royaume de Gaoul et Space Sweepers, donc tu as le droit de recommander Sucker Punch. Et bah voilà, Sucker Punch, voilà. Parce que c'était un autre film où Zack Snyder, avant Rebel Moon, et il a fait tout un syncrétisme de plein de trucs pour les mettre dans un film. Et sauf que Sucker Punch était bien. Voilà. Notamment, c'est vrai qu'il reprend pas mal de choses. C'est vrai que dans Sucker Punch, à ce côté, tu passes d'un univers de science-fiction à l'autre, ou d'un univers de l'imaginaire à l'autre, qu'il a voulu refaire là. Et là, tu as aussi le côté, à un moment, donc il creuse des tranchées. Donc tu as toute une scène dans les tranchées. Effectivement, dans Sucker Punch, il y a une scène un peu dans un univers Première Guerre mondiale, mais un peu steampunk. Beaucoup plus impressionnant que ce qu'on a vu là, avec une scène de tranchée qui est, pour le coup, très fun et très cool. Oui. Ce qui manque un peu. Moi de mon côté, j'ai regardé la liste des films dérivés des 7 samouraïs. Et alors j'ai été surpris. Alors déjà, ce sera pas Marocco, mais
savais-tu que Mille et une pattes, c'était le même scénario que les 7 samouraïs? Parce que moi, Mille et une pattes, le problème, c'est que je l'ai vu avant les 7 samouraïs déjà, à l'époque, et en fait, c'est le même plot, mais avec des insectes. Oui, oui, c'est ça. C'est une fourmi qui quitte sa colonie pour aller chercher des guerriers pour défendre sa colonie. Bah c'est ça. J'avais jamais percuté sur le truc. Et du coup, je vais vous en recommander un autre qui est un peu dérivatif et qui est un petit peu plus dans le côté mission suicide. Et c'est Les 12 salopards de Robert Aldrich, donc un film de guerre de 67 qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y a des détenus. On va leur dire, bah voilà, vous allez faire une mission suicide contre des nazis. Vous acceptez ou sinon vous restez détenus. Et ils vont accepter. Et c'est très fun. Et aussi, ça prend un peu un contrepoint intéressant sur les personnages. C'est que les personnages sont des détenus qui sont un petit peu là contre leur gré, mais qui ont quand même finalement ils détestent quand même les nazis, quoi. Et donc du coup ils sont quand même très investis dans leur mission, et donc c'est intéressant. Il y a une ambiguïté morale qu'on retrouvait dans les 7 samouraïs mais un petit peu inversée, et qui moi m'a vraiment intéressé, et c'est un bon film d'action par ailleurs. Voilà, c'était ma reco. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On se retrouve bientôt pour un nouvel Actu Streaming. Bye bye. Au revoir.